bancaire à partir de 2015. On écoute le chef de l'État français, François Hollande. Contre les paradis fiscaux. Les banques françaises devront rendre publique chaque année la liste de toutes leurs filiales partout dans le monde, pays par pays. Elles devront indiquer la nature de leurs activités. En d'autres termes, il ne sera pas possible pour une banque de dissimuler les transactions effectuées dans un paradis fiscal. Voilà, je vous le disais, François Hollande n'est pas le premier à vouloir s'attaquer aux paradis fiscaux. Il y avait avant lui Nicolas Sarkozy. C'était en 2009. Sur les paradis fiscaux, dans le communiqué, vous verrez une phrase que je cite entre guillemets, « Le temps du secret bancaire est révolu ». Je dis c'est un principe. Le temps du secret bancaire est révolu, signé par les 20 pays autour de la table. Patrick Michaud, est-ce que les choses ont évolué entre 2009 et aujourd'hui? Madame le journaliste, si vous voulez que votre émission fasse le tour du monde, je vous annonce une agence de l'agence suisse de presse. La Suisse a signé tout à l'heure le traité FATCA avec les États-Unis. Oui. Donc vous voyez qu'à partir du 1er janvier... Vous pouvez nous expliquer ce que c'est donc? Alors, je vais l'expliquer. Le problème, c'est l'échange de renseignements fiscaux entre les différents États. Traditionnellement, avec l'accord de l'OCDE, donc avec les accords internationaux, c'était des échanges sur demande. C'est-à-dire que la France demandait à l'Allemagne, à l'Angleterre, aux États-Unis, des demandes fiscaux sur Patrick Michaud, sur vous-même, Vanessa, ou sur vous-même. Ça, c'était traditionnel. Dans le cadre de l'Europe, il y a eu un début d'échange automatique, c'est-à-dire entre les 27 membres de l'Union européenne, les administrations fiscales s'échangent entre elles les renseignements sur leurs ressortissants, en précisant que 2 États, le Luxembourg et l'Autriche, ont toujours refusé de faire l'échange de renseignements automatique. Le Luxembourg vient d'annoncer qu'il le faisait en 2015, c'est normal, c'était dans le cadre de la négociation de la nouvelle directive épargne qui rentre en application le 1er janvier 2016. De même pour l'Autriche. Donc, échange automatique uniquement en Europe. Les États-Unis ont voulu, pour différentes raisons, forcer, et je dis bien forcer, les États à leur donner tous les renseignements. Surtout citoyens américains. Surtout citoyens, vous dites américains. C'est ça qui est important. Parce qu'aux États-Unis, ce qu'il faut savoir, c'est la citoyenneté qui fait un objet d'imposition. Que vous soyez domicilié où vous voulez, du fait que vous étiez américain, citoyen américain, vous êtes imposé aux États-Unis. Donc, avec la Suisse, ils ont le Conseil fédéral, aujourd'hui, a signé le traité FATCA, c'est-à-dire que les banques suisses devront obligatoirement donner les renseignements des comptes appartenant aux citoyens américains, où qu'ils soient domiciliés, en Suisse, en France, au Botswana, où qu'ils soient domiciliés, à l'administration américaine à partir de l'année prochaine. Donc ça, c'est un scoop. Ça veut dire que la Suisse n'est plus un paradis fiscal. Madame, le terme paradis fiscal... Pour les Américains. Le terme paradis fiscal... Pour les Américains, oui, pas pour les... Attendez, madame, le terme paradis fiscal est un terme qui n'existe pas en droit fiscal. En droit fiscal, on parle d'États non coopératifs, c'est-à-dire des États qui refusent de donner des renseignements. Donc, est-ce que ça veut dire donc, que la Suisse était un État non coopératif aujourd'hui, donc ça devient un État coopératif? Je vous ai apporté le journal officiel, j'ai bien préparé votre émission pour vous faire plaisir. Il n'y a que 8 États non coopératifs. 8 États. Alors, je peux vous dire le nom, ça intéresse les gens. Le Botswana, c'est un État important. Brunei, Guatemala, Nauru, Montserrat, île Marshall. Et les Philippines qui vont sortir certainement, qui vont sortir prochainement. Alors, donc, vous voyez, c'est pour faire la différence. Il y a des mots, et puis la réalité... Expliquez quand même pourquoi, en fait, il n'y en a que 8, parce qu'il y en avait 43 il y a quelques années. Si tu voulais. Oui, alors, parce que... Mais je voudrais qu'on écoute, si vous voulez bien, quand même, François Hollande, sur la coopération, justement, entre États, parce qu'une fois qu'on a dit qu'il faut de la coopération entre États, est-ce qu'il y a des sanctions s'il n'y a pas de coopération? Voilà, ça, ce sont des mots, mais qu'est-ce qu'on peut faire pour aller au-delà? On écoute le chef de l'État français.
la France établira chaque année une liste des paradis fiscaux. Et elle l'établira en fonction non seulement de signatures de conventions avec les pays, mais de la réalité, de l'effectivité des informations qui seront données. Je n'hésiterai pas à considérer comme un paradis fiscal tout pays qui refuserait de coopérer pleinement avec la France. Olivier Faure, alors quelles sanctions avec ces États qui ne coopèrent pas? Par exemple, si là, demain, la Suisse ne veut pas coopérer, là, la Suisse a accepté de coopérer avec les États-Unis, mais si demain, la Suisse décide, pour X ou pour Y raison, de ne pas coopérer avec la France, quelles seront les mesures de rétorsion? Qu'est-ce qui va se passer pour ces pays-là? La guerre. Oui, non, mais... Non, plus sérieusement, en fait, ce que les Américains ont obtenu des Suisses, l'Europe peut obtenir aussi, parce que leur intérêt est désormais de rentrer dans le Concert des Nations et d'en finir avec une forme d'exceptionnalité qui leur a servi longtemps, mais qu'aujourd'hui leur coûte plus que ça ne leur rapporte. Et donc, je crois qu'effectivement, il faut, dans un monde qui s'est beaucoup mondialisé, qui a aussi, d'une certaine façon, assumer un certain nombre de mouvements, aujourd'hui, il faut effectivement que la Suisse, le Luxembourg, l'Autriche acceptent de rentrer dans le Conseil des Nations et qu'elles acceptent de... Voilà, il ne s'agit pas de parler de sanctions, il s'agit simplement de leur dire maintenant, il y a besoin de coopérer et de travailler ensemble et d'en finir avec des procédés qui sont des procédés de dumping bancaire, si je puis dire, et qui créent une situation impossible avec des États qui, aujourd'hui, souffrent d'évasion fiscale massive et d'autres qui vivent uniquement de cette évasion. C'est plus possible, donc maintenant, il faut en parler. Et si la pression est forte de la part de l'Europe, l'OCDE, de la part du G20, etc., je ne doute pas du fait que ce que les États-Unis ont obtenu, l'Europe l'obtiendra aussi. Patrick Michaud, quel est l'intérêt donc aujourd'hui de mettre son argent au Luxembourg? Attendez, parce que les banques luxembourgeoises sont peut-être plus... Madame, avant de répondre à votre question, je voudrais poursuivre ce qu'a dit monsieur le député Faure. On parle de la Suisse. Il y a une étude qui a été faite par des Américains, il y a 6 mois, et qui essaye de définir les plus belles situations de centres financiers secrets. Hein, c'est une lecture qui s'appelle Global Shell Game, Testing Money Launderers on Terrorist Financier. Et ces Américains, avec des universitaires de renom, ont trouvé que les endroits les plus faciles pour cacher son argent, c'était les États-Unis et l'Angleterre. Donc il faut faire attention. Derrière nos propos, vous avez une véritable guerre financière qui est en cours. Savoir où vont être les centres financiers des 10 prochaines années. Ou bien c'est l'Europe, Luxembourg, Genève, ou bien c'est l'Angleterre, ou bien c'est les États-Unis, ou bien c'est Hong Kong avec les Philippines. Donc derrière ces propos, vous avez énormément d'intérêts économiques, financiers et politiques. Est-ce que ça vous va, ma réponse? Oui, c'est très bien. D'accord, mais je vous remercie. Vous voulez que je réponde pour Luxembourg? Oui, je vois bien, mais très brièvement, si c'est possible. Le Luxembourg est dans l'Europe. Le Luxembourg est soumis à nombreuses conventions d'entraide fiscale. Quand les impôts veulent demander des renseignements au Luxembourg, ils les obtiennent. Simplement, le Luxembourg refuse pour l'instant de donner automatiquement des renseignements fiscaux. Mais quel sera à l'avenir? Est-ce que ça vaudra encore le coup de mettre de l'argent au Luxembourg? Oui, peut-être parce que votre capital est plus protégé qu'il ne l'est en France. Madame, le capital en France est protégé à hauteur de 100 000 euros. Mais c'est européen, plus. Ça. Le Oui, d'accord, mais au Luxembourg, les banques protègent un capital qui va au-dessus de 100 000 euros, qui est votre capital. Je suis pas au courant. D'accord. Si vous le dites, moi je vais au Luxembourg demain, Madame Vanessa. Ben non, mais je vous pose la question. Daniel Pascal, non, mais je vous pose la question. Est-ce qu'il n'y a pas un risque de délocalisation aussi des entreprises? C'est évident. D'abord, une convention peut être signée, encore faut-il la mettre effectivement en application. Dans l'affaire Cahuzac, par exemple, pourquoi Pierre Moscovici n'a pas posé la question à Singapour? Il a posé la question qu'en Suisse et qu'à la banque UBS. S'il avait posé les bonnes questions au bon endroit, il aurait eu toutes les réponses dès le mois de décembre. Parce que Singapour donne les données, si j'ai bien compris. Bien sûr, on aurait pu découvrir beaucoup plus tôt que Jérôme Cahuzac avait un compte caché à l'étranger. On aurait pu le découvrir plus tôt, Patrick Michaud? Est-ce qu'on aurait pu le découvrir plus tôt? À compter de juin 2013, le fait de déposer de l'argent illicite à Singapour est considéré
comme une infraction pénale à Singapour. À partir de juin 2013. Dans quelques mois. Oui, dans quelques mois. Mais ce que je vous demande, c'est est-ce que les données bancaires, est-ce qu'on aurait pu les avoir? Bien sûr, la réponse, oui. D'accord, donc on aurait pu le savoir. Voilà, et c'est pour ça que voilà. Et puis sinon, vous êtes content là, ça donne un peu d'eau à... Écoutez, Daniel Fasquelle. J'avais posé la question à Jérôme Cahuzac le 5 décembre, est-ce qu'il avait un compte à Singapour? Il m'a répondu que non. Je ne comprends pas, alors que Mediapart avait laissé entendre qu'il avait un compte à Singapour, pourquoi le gouvernement n'a pas mené une enquête en direction de Singapour dès le 5 décembre. Mais pour parler d'autre chose, il faut faire très attention à ce qui concerne les paradis fiscaux et les politiques qu'on peut prendre de façon unilatérale. Les États-Unis, eux, peuvent prendre un certain nombre de décisions de façon unilatérale vu leur poids politique. Mais la France, elle seule, et économique surtout, mais la France, elle seule ne peut pas prendre le même type de décision. Donc il faut y aller tous ensemble à l'intérieur de l'Europe. Et Macao, c'est la Chine. Et il faut faire très très attention à nos banques. La Chine, la transparence. Nos banques sont aujourd'hui très inquiètes parce que si on impose de façon unilatérale un certain nombre de contraintes à nos établissements bancaires, ils se retireront d'un certain nombre de places, ils vont perdre un certain nombre de leurs clients et c'est extrêmement grave. Voilà. Et donc je pense que dans le cadre de cette guerre économique mondiale qui est aussi financière, il faut avancer tous ensemble et donc il faut que la France avance avec l'Europe et qu'elle puisse, avec l'Europe, imposer un certain nombre de règles au reste du monde. Mais il ne faut pas faire preuve d'angélisme non plus. Et il faut prendre garde aux décisions qu'on pourrait prendre de façon unilatérale et qui pourraient demain être préjudiciables pour notre système bancaire et quelque part aussi pour notre économie et pour nos emplois. Vous avez l'argument des banquiers. Parce que c'est ce qu'ils nous ont dit pendant toute la loi bancaire qui a été débattue il y a quelques semaines au Parlement. Et qu'a imposé le groupe socialiste dans le débat. C'est que toutes les banques françaises, désormais, devront déclarer leur activité et le nombre de salariés qui sont employés dans toutes leurs filiales à l'étranger, quel que soit le pays, pour pouvoir justement détecter les activités qui seraient en réalité des activités d'évasion, de blanchiment, etc. Et qu'ont dit les banques ? Au secours, vous nous imposez des règles que nous n'avons imposées nulle part en Europe et donc vous allez nous mettre dans une situation de concurrence faussée parce que nous aurons des obligations que les autres n'ont pas. Nous l'avons fait malgré tout. Pourquoi ? Parce que, à force de toujours avoir cet argument que vous développez, et qui est l'argument qu'on entend sur tous les sujets sur lesquels on ne bouge jamais, c'est-à-dire qu'on ne peut pas le faire, il y en a d'autres qui vont... On peut toujours faire les choses et on peut être moteur sur ce sujet-là et vous verrez que les banques françaises, elles y parviendront et qu'elles n'ont pas besoin de ces activités parce que le problème aujourd'hui c'est que vous protégez quoi parce que vous dites vous faites sur toutes les places, il faut être sur toutes les places moteur mais finalement on est les seuls. Vous avez imposé les 35 heures. Mais pas du tout, ne mélangez pas tout, c'est une débat. Ne mélangez pas tout ça. C'est le même débat. Essayez de ne pas mélanger et de répondre à la question qui est posée. Vous avez augmenté la fiscalité depuis un an et les Français quittent le pays. Le virage pour pouvoir essayer de répondre à la question. On est sur la fraude fiscale. Vous accumulez les mesures. Je vais vous dire pourquoi vous avez un problème. On s'entend plus. Oui, je vais donner la parole. Daniel Fasquelle, vous terminez. Olivier Faure, vous répondez. Patrick Michaud. Je termine en disant que la France ne peut pas continuer à aligner les mesures de façon unilatérale en oubliant qu'il y a aujourd'hui une concurrence mondiale et qu'à chaque fois qu'on prend une décision en France, ça a immédiatement des conséquences dans le reste par rapport à nos concurrents européens et dans le reste du monde. Voilà. Et donc, on ne peut pas agir comme si on était seul au monde. C'est simplement ce que je veux dire. Et à force de prendre et d'accumuler les mesures pour donner l'exemple dans l'espoir d'être suivi par les autres, alors qu'en réalité, on n'est pas suivi par les autres bien souvent, on finit par affaiblir notre pays, perdre de la compétitivité, perdre des emplois. Je ne pense pas que ce soit une politique très, très intelligente. Moi, ce que je vois, c'est que dans une semaine qui a été la semaine passée, une semaine de choc pour les Français avec l'affaire désormais tristement célèbre de Jérôme Cahuzac, le groupe UMP, effectivement, et c'est conforme à ce que vous défendez, a déposé une proposition de loi qui propose l'amnistie, je dis bien l'amnistie pour les évadés fiscaux. Alors évidemment, on comprend mieux quel est le sens de votre politique. Je n'ai pas co-signé cette proposition de loi. Cette proposition de loi a été déposée par contre, j'ai déposé une proposition de loi pour empêcher le retour de Jérôme Cahuzac à l'Assemblée nationale. Et ce que je constate, c'est que le président Jean-Luc n'en a pas parlé ce matin. Pourquoi avez-vous besoin Vous êtes choqué. Excusez-moi, je vais vous prendre. Si je peux juste vous répondre là-dessus. Si je peux juste vous répondre là-dessus, parce que c'est effectivement très intéressant. La réponse que vous donnez, vous, à la crise ouverte par les mensonges de Jérôme Cahuzac, c'est de dire qu'il faut condamner le parjure. Donc vous vous intéressez en fait à la question du mensonge. Mais moi, c'est pas le mensonge seulement qui m'intéresse,
c'est la fraude. Parce que le vrai problème, c'est pas seulement qu'il ait menti, c'est ce sur quoi il a menti. Et le problème, c'est la fraude. Et vous, évidemment, le problème de la fraude ne vous intéresse pas parce que vous considérez que c'est un sujet qui est subalterne, que c'est un sujet qu'on peut protéger, qu'on peut couvrir, qu'on peut amnistier. Et c'est pas nouveau, vous l'avez déjà fait avec votre cellule de retour. Daniel Fasquelle, déjà fait avec Éric Woerth pendant le mandat précédent. Daniel Fasquelle, un mot, oui ou non, pas du tout. Est-ce que vous dénoncez justement cette proposition de loi qui a été en effet déposée par certains députés UMP concernant justement pour amnistier les évadés fiscaux? Ça n'est pas le moment. Oui, non, mais il y a une c'est extrêmement maladroit. Maintenant, c'est maladroit, mais est-ce que c'est bon ou mauvais? Et je ne l'ai pas co-signé. Parce que c'est quand même extraordinaire. Vous dites c'est pas le moment. Est-ce que vous vous rendez compte de ce que vous dites? Il faudra les amnistier, mais c'est pas le moment. Voilà votre la question aujourd'hui. Il y a un certain nombre de capitaux. Monsieur le député, les 2 dernières amnisties de la France ont été faites par François Mitterrand. Amnistier n'est pas une imbécilité. Simplement, il a raison. Sur les raisons fiscales, vous pensez que c'est la bonne chose? Patrick Michaud. Aujourd'hui, ce qu'il faut, c'est faire revenir les capitaux. Le 31 décembre 81 et en mois de juin 1987. Quel rapport? C'est pas 1000 chômeurs en l'amnistie. Pour les évadés fiscaux, Patrick Michaud. L'amnistie n'est pas en elle-même un péché. Que ça soit inopportun, vous avez raison. Excusez-moi, mais là, allez, je trouve que... Je ne partage pas votre avis, je suis désolé. Excusez-moi, mais là, je trouve que ça rejoint un peu le niveau de l'Assemblée nationale ces 2 derniers jours, que je trouve lamentable. Excusez-moi, mais justement, compte tenu de la situation dans laquelle se trouve la France et justement le manque de confiance des Français envers leurs élus. Et moi, ce que je voulais dire, c'est que je veux revenir au problème de la transparence, mais aussi de l'éthique. Parce que ça aussi, c'est très important. C'était important, effectivement, pour M. Cahuzac dans ce qu'il a fait presque au début de sa carrière. Et pour vous donner un petit exemple, ce n'est pas de l'évasion fiscale, mais hier, on a appris que la compagnie Ryanair exploite de manière honteuse ses salariés. Eh bien, le Premier ministre norvégien a décidé aujourd'hui que ni lui, ni aucun membre du gouvernement ne prendrait plus jamais un avion Ryanair. C'est ce genre de choses qu'il faut faire pour regagner un peu la confiance, petit à petit. C'est peut-être naïf, c'est peut-être peu de choses, mais c'est symbolique et c'est important. C'est important, ces mesures symboliques, Olivier Faure, oui. Tout est important dans un pays qui traverse une crise de la représentation. Ça fait peut-être 30 ans qu'on en parle, ça fait 30 ans qu'on dit qu'il y a un décalage qui se creuse entre un fossé entre les élus et puis les populations. Et donc toutes les mesures, y compris symboliques, ont un sens. Et surtout dans un pays où on demande des efforts. Merci. Un dernier mot, Daniel Fasquelle, mais un mot, tout petit. Un mot simplement, je crois qu'il faut se poser la question de savoir pourquoi aujourd'hui tant de Français quittent le pays. C'est un vrai problème. Bernard Arnault a dit qu'il ne voulait pas devenir belge. C'est l'arbre qui cache la forêt, parce que je peux vous assurer que j'habite près de la Belgique. Et malheureusement, il y a beaucoup de Français qui fuient aujourd'hui notre pays. Il faudrait radicalement changer de politique économique et sociale pour les faire rester et les faire revenir. Changer de politique économique et sociale. Comme les Américains, moi je pense plutôt que de dire. Parce que là, vous justifiez le départ. Vous dites en gros, c'est à cause de la politique socialistes qu'ils ont la légitimité à partir et quitter le pays. Moi je dis qu'il faudrait plutôt faire comme les Américains, c'est-à-dire que l'impôt soit lié à la citoyenneté et que quel que soit l'endroit du monde où l'on vit, parce qu'on est français et parce qu'on aime ce pays, on paye ses impôts en France. Voilà, ce sera le mot de la fin. Merci à vous de nous avoir suivis. Je vous retrouve demain 19h10 pour un nouveau débat sur notre antenne. Très belle soirée, à demain.